La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Cette citation est de Poincaré et bizarrement il s'agit peut-être de l'une des définitions les plus pertinentes qui soit de la mathématique. En tout cas, c'est une de mes citations préférées et je sais qu'il y a certains de mes compères matheux du web qui partagent cet avis. Autant dire que le concept sur lequel repose cette citation est l'un des concepts les plus fondamentaux et les plus profonds des mathématiques. Ce concept est le concept d'isomorphisme et je vous promets que dénicher des isomorphismes est l'une des plus grandes joies des mathématiques. Je vous propose de le découvrir en retraçant l'un des plus beaux isomorphismes découverts dans l'histoire des sciences. En 1925, Born, Jordan et le grand Werner Heisenberg proposèrent d'expliquer les bizarreries de la mécanique quantique et du modèle de Bohr par des tableaux de nombres appelés matrices. La théorie de la mécanique matricielle de Heisenberg était abstraite et impossible à visualiser. Mais ça marchait. Quelques mois plus tard, en 1926, Wolfgang Pauli déduisit des matrices de Heisenberg les bons niveaux d'énergie des électrons de l'atome d'hydrogène. Cependant, à peu près au même moment, Erwin Schrödinger s'isola en montagne pour mieux réfléchir. Schrödinger s'appuyait sur la dualité onde-corpuscule suggérée par Louis de Broglie quelques mois plus tôt, en 1925. Schrödinger fut persuadé que les ondes quantiques devaient être les vrais objets de la mécanique quantique. Il partit en quête d'une équation fondamentale qui prédirait la dynamique de ces ondes quantiques. L'équation que Schrödinger découvrit est ce que l'on appelle aujourd'hui l'équation de Schrödinger. Cette équation merveilleuse est la version quantique du principe fondamental de la dynamique. Et de façon stupéfiante, cette équation prédit les bons niveaux d'énergie des électrons de l'atome d'hydrogène. Ainsi, en 1926, le monde de la physique disposait alors de deux théories distinctes de la mécanique quantique, les matrices de Heisenberg et les ondes de Schrödinger. Et toutes deux effectuaient les mêmes bonnes prédictions. Mais alors, laquelle de ces deux théories est la bonne? Deux clans se formèrent. L'abstraction algébrique impossible à visualiser de Heisenberg et Pauli contre les ondes et la position réaliste de Schrödinger et Einstein. Pauli appela les ondes de Schrödinger des superstitions locales de Zurich, tandis que Schrödinger se disait découragé, voire repoussé par les méthodes d'algèbre transcendante de Heisenberg. En septembre 1927, la lumière vint de l'étoile montante de la mécanique quantique, l'anglais Paul Dirac. Dirac prouva que les formalismes de Heisenberg et de Schrödinger étaient en fait deux façons distinctes de parler d'une même théorie sous-jacente de la mécanique quantique. Mieux encore, Dirac réussit à unifier ces deux théories avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein et construisit ainsi une nouvelle théorie de la mécanique quantique, la théorie quantique des champs. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est que Heisenberg et Schrödinger avaient proposé deux théories qui semblaient complètement différentes. Elles introduisaient chacune leurs propres objets quantiques. Cependant, Dirac montra que les différences entre ces deux théories n'étaient qu'apparentes. Il existait même une façon de traduire tout objet fondamental d'une théorie en un objet fondamental de l'autre théorie et vice-versa. Si l'on omet des détails qui finalement ne sont en fait pas importants, on se rend compte que ces deux théories sont équivalentes. On dit que les deux théories sont isomorphes. Et les manières de traduire les objets d'une théorie en l'un et vice-versa sont appelées des isomorphismes. Ça me rappelle quand j'étais en thèse et qu'on jouait aux cartes le midi. Certains puristes psychorigides insistaient sur l'ordre dans lequel on devait piocher les cartes de la pioche. Et je leur répondais, mais ça change rien. Mais après avoir tiré leurs cartes, ils me rétorquèrent, ah si, je peux te promettre que ça change quelque chose. L'ordre dans lequel on tire les cartes de la pioche change en effet quelque chose a posteriori. Cependant, si les cartes sont bien mélangées, alors avant d'être révélées, toutes les cartes de la pioche sont indistinguables. Et du coup, l'ordre dans lequel on va tirer ces cartes, a priori, ne devrait pas affecter la manière dont on pense le jeu, les stratégies que l'on a mises en place pour gagner, ni même les espérances de gain des différents joueurs à ce jeu. Et c'est ce que je me tuais à expliquer. Arrêtez d'être psychorigide, bon sang. C'est isomorphe. L'histoire des sciences et des mathématiques est parsemée de découvertes de tels isomorphismes, d'instants où l'on découvre tout à coup que des théories a priori concurrentes sont en fait deux faces d'une même pièce. Dans la série sur la relativité, on en a vu plusieurs exemples. On a ainsi vu le principe de relativité de Galilée, selon lequel le mouvement est comme rien. En vertu du principe de relativité de Galilée, et ça deviendra encore plus clair suite à la relativité générale d'Einstein, l'héliocentrisme et le géocentrisme sont en fait deux théories
isomorphes. Formulée de la bonne manière, chacune de ces deux théories est en fait aussi valable l'une que l'autre. De même, le principe d'équivalence d'Einstein nous dit qu'il existe un isomorphisme en mécanique newtonienne entre les référentiels soumis à un champ de pesanteur et ceux en accélération. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune expérience que vous pouvez faire à la surface de la Terre pour vous convaincre qu'il existe une vraie force de gravité qui vous tire vers le bas et non que le sol est en fait en train d'accélérer vers le haut. Einstein poussa même l'argument encore plus loin en supposant que la gravité n'existe en fait pas et que tous les référentiels que l'on croit avec un champ de pesanteur sont en fait des référentiels accélérés. Par ailleurs, on a vu que l'analogie de la toile, combinée avec le fait que tout objet sur cette toile descend la toile avec une accélération proportionnelle à la direction et à l'intensité de plus grandes pentes, est isomorphe à la théorie newtonienne de la gravité. Et histoire d'en remettre une couche, mon problème avec l'utilisation de cette analogie, ce n'est pas parce que ça représente mal la courbure de l'espace-temps, même si c'est vrai, mon gros problème, c'est qu'il s'agit d'une analogie purement newtonienne et absolument pas einsteinienne. Un autre exemple d'isomorphisme dont on a parlé dans un vieil épisode est celui que John Nash a prouvé entre les géométries extrinsèques, qui est la géométrie des hypersurfaces dans des espaces de très grande dimension, et les géométries intrinsèques qu'inventa Bernard Riemann et que réutilisa Einstein pour développer sa relativité générale. Enfin, dans notre série sur l'infini, on a vu différentes manières de définir les nombres entiers naturels. On peut ainsi les définir comme étant les objets de l'arithmétique de Peano ou comme étant les éléments d'un ensemble de la théorie ZFC, celle sur laquelle s'est reposé Nicolas Bourbaki. Mais alors, me demanderiez-vous, qu'est-ce qu'un nombre? Est-ce que c'est un objet de l'arithmétique de Peano ou est-ce que c'est un ensemble de ZFC? La réponse suggérée par Poincaré est la suivante. Pourvu que les objets des axiomes de Peano, les éléments de l'ensemble N de ZFC et les nombres auxquels on pense intuitivement sont essentiellement les mêmes, ou pour être plus précis, pourvu que ces structures sont isomorphes, on s'en fout. On s'en fout de leur origine. À l'instar des théories de Heisenberg et Schrödinger, les définitions précises des objets que l'on introduit importent en fait peu. Ce qui importe, c'est que les différentes définitions que l'on donne soient isomorphes. Ainsi, si l'on en croit Poincaré, tous les référentiels en translation rectiligne uniforme méritent un mot qui les désigne tous, même s'ils sont en fait différents. On les appelle des référentiels galiléens. De même, tous les référentiels sans accélération méritent une même appellation. On les appelle des géodésiques de l'espace-temps. Qui plus est, l'analogie de la toile et les équations de Newton méritent un seul et même nom. On les appelle la théorie de la gravité de Newton. Par ailleurs, la géométrie extrinsèque des hypersurfaces et la géométrie intrinsèque de Riemann méritent une même terminologie. On les appelle la géométrie différentielle. Enfin, tous les objets qui satisfont les axiomes de l'arithmétique de Peano méritent un même nom. On les appelle des entiers naturels, même s'ils ne sont pas forcément techniquement des objets de l'arithmétique de Peano. Bref, contrairement à ce que l'on vous dit parfois à l'école, les définitions rigoureuses des objets mathématiques importent finalement peu, à limite, Osef. Ce qui importe vraiment en mathématiques, ce sont les relations entre les objets et les structures que ces relations forment. C'est ainsi que l'on peut obtenir par des voies très différentes deux structures dont les objets sont liés de la même manière. Si tel est le cas, ou plus précisément si on arrive à exhiber une façon de traduire les objets de la première structure en des objets de la seconde structure en préservant les notions de relation entre les différents objets des deux structures, alors on aura alors construit un isomorphisme et conformément à la citation de Poincaré, on pourra donner le même nom à ces structures différentes. Et ça, c'est peut-être le principe le plus important de toutes les mathématiques. La dernière fois, on a parlé de 5 mathématiques alternatives et Piero Magnus nous demande quels sont les défauts de la théorie de Tarski, notamment des nombres réels qui sont capables de définir les nombres réels de manière décidable. Eh bien, le problème avec cette définition des nombres réels, c'est qu'elle ne permet de parler que des nombres réels de la multiplication et de l'addition, et en particulier, on ne peut pas construire des fonctions plus sophistiquées comme l'exponentielle, le sinus, le cosinus ou tout ce genre de fonctions. On ne peut pas faire d'analyse plus généralement, on ne peut pas parler du théorème des valeurs intermédiaires ou de la dérivée, ces objets très importants pour faire de la physique notamment. Bref, avec la théorie des corps réels clos de Tarski, on ne peut pas faire grand chose en fait. John Cardier nous demande si l'on peut parler d'angle dans la théorie de Tarski. Eh bien en fait, ce que permet de faire la géométrie de Tarski, c'est pas mal ce que permet de faire
euclidéen. Donc tout ce que vous pouvez faire dans Euclidea, parler des angles de 45 degrés, de 90 degrés, faire la bisection, des choses dans le genre, sont des choses que l'on peut faire dans la théorie de Tarski. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est construire n'importe quel angle. Par exemple, il est impossible de faire une trisection ou de définir un angle d'un septième de tour de taux divisé par 7 radians. Et tout ça, c'est très lié bien sûr à l'histoire de la géométrie d'Euclide. En fait, ces problèmes-là, la trisection d'un angle ou la construction d'un angle d'un septième de tour, ce sont des problèmes qui avaient été posés par les Grecs et qui n'ont pas été résolus pendant des millénaires, littéralement. Et ce n'est qu'avec l'avènement de la théorie des nombres, notamment des théories de Gauss ou encore de Galois, que l'on aura fini par comprendre vraiment quels sont les nombres que l'on peut construire à la règle au compas, et du coup quels sont les angles que l'on peut bien définir dans la géométrie de Tarski. Bref, la géométrie de Tarski permet de parler des angles, mais elle ne permet pas de construire n'importe quel angle. Tout comme elle ne permet pas de construire n'importe quel rapport de longueur, notamment on ne peut pas faire un segment qui est pi fois plus long qu'un autre segment. Et ça me fait penser à un mini défilé. Je vous propose le mini défilé suivant, écrire dans le langage de la géométrie de Tarski le fait que deux angles soient égaux. Mathémagique nous demande si ce que j'ai écrit dans cette image-là ne correspond pas en fait plutôt ici à la consistance de la théorie et non pas la preuve de la consistance de la théorie. En fait, Mathémagique a parfaitement raison. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut distinguer le mot consistance ici qui est la consistance intrinsèque de la théorie, une espèce de consistance transcendante ou une consistance en fait que l'on peut déterminer en regardant la théorie depuis l'extérieur de la théorie, et le concept de consistance à l'intérieur de la théorie exprimé par une formule logique. Voilà, donc la dernière fois je voulais pas rentrer dans ce petit détail technique extrêmement subtil, mais en effet la consistance intrinsèque de la théorie, la consistance de la théorie vue de l'extérieur, implique son inconsistance à l'intérieur de la théorie. Et comme l'inconsistance à l'intérieur de la théorie n'est pas l'opposé de la consistance vue de l'extérieur de la théorie, cette phrase-là n'est pas autocontradictoire. Et c'est pour éviter ce détail technique ultra subtil que la dernière fois je ne vous ai pas présenté les choses telles que j'aurais dû. Enfin, Paul Froh et The Max Max nous proposent d'autres interprétations du fait qu'une théorie oméga inconsistante peuvent être consistantes. Ce qu'ils nous disent à très juste titre, c'est que l'existence de cet objet n peut correspondre à un objet n qui n'est pas un nombre entier standard, qui sont des entiers qui appartiennent à des branches parallèles dont on avait parlé de l'existence dans l'épisode 14 sur le théorème de Goodstein. Et en effet, l'arithmétique de Peano ne permet pas justement de construire des nombres antinaturels qui sont toujours isomorphes aux antinaturels que l'on pense intuitivement. C'est là qu'il faut faire une différence entre l'arithmétique de Peano et les axiomes de Peano, parce que les axiomes de Peano, eux, qui sont une formule logique du second ordre, ces axiomes de Peano du second ordre sont capables, eux, de définir une théorie unique des nombres antinaturels, dans le sens où tout modèle des axiomes de Peano est isomorphe aux antinaturels que l'on pense intuitivement. Bref, l'arithmétique de Peano n'est pas capable, elle, de dire que l'on n'a que des antinaturels qui sont des antinaturels intuitifs. Et du coup, si n dans cette formule-là ne correspond pas à un des vrais antinaturels, un des antinaturels standards, alors on ne peut pas le décoder avec les formules de Gödel. Et du coup, le décodage de ce nombre entier non standard ne correspond pas à une vraie preuve. En effet, ça c'est certainement la meilleure façon d'expliquer que des théories oméga inconsistantes peuvent être consistantes. Ceci étant dit, on peut aussi y voir là une limite évidente de l'arithmétique de Peano, le fait que cette arithmétique de Peano, elle nous permet pas de parler uniquement des objets que l'on peut construire avec l'arithmétique de Peano, puisque dans cette arithmétique de Peano, il peut y avoir des objets que l'on ne peut pas construire. Et ça, pour quelqu'un qui ne suit pas la logique classique, pour ce qu'on appelle un intuitionniste, c'est quelque chose qui est complètement débile à penser. Et du coup, l'intuitionniste va vouloir faire table rase de la logique classique dont on a parlé jusque-là. Et ça, on en parlera la prochaine fois. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on parlera donc de la différence entre la logique classique et la logique intuitionniste. Et en particulier, on fera le lien entre cette question fondamentale des mathématiques et une question philosophique fascinante
qui est la question: est-ce que les maths sont inventions ou sont-elles découvertes? Par ailleurs, je sais que les dernières vidéos de Science for All sont de plus en plus incompréhensibles, de plus en plus abstraites et difficiles à suivre. Malheureusement, je crains que ce soit un petit peu inévitable, hein. Je fais de mon mieux pour rendre des vidéos aussi simples que possible, mais là on rentre dans des thèmes de mathématiques assez abstraits qui me fascinent complètement, donc j'ai vraiment envie d'en parler, mais je sais aussi que du coup je perds pas mal d'entre vous à cause de la difficulté du sujet. Si c'est le cas pour vous, rassurez-vous, on a bientôt fini avec cette série sur l'infini, et après cette série sur l'infini, on va redescendre un peu plus sur Terre avec des sujets de maths plus abordables. Notamment, j'ai envie d'aborder des trucs qui sont plus des maths appliquées parce que c'est en fait ce que je préfère. Il y aura l'occasion de faire un vote et tout ça, ça va venir. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons, et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. An isomorphism is a homomorphism that is also a bijection. Le principe du parapluie se retrouve vraiment dans des tas de domaines des mathématiques, on le retrouve un peu partout. Si jamais vous faites des études de maths, vous le retrouverez par exemple dans les formules de changement de base avec des matrices, vous le retrouverez par exemple aussi en théorie des groupes, c'est ce que l'on appelle des automorphismes intérieurs. Vraiment, ce principe se trouve à différents endroits et est extrêmement utile pour beaucoup d'applications en maths.